Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de HVVB. Pour changer des épisodes du cuirassé Richelieu, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la vie du croiseur de bataille Bretagne. C'est donc à travers cette vidéo que je vous invite à embarquer pour découvrir l'histoire de ce navire. En espérant que celle-ci vous plaise et je vous souhaite un bon visionnage. « 1912. Depuis quelque temps, les tensions font rage entre la France et l'Allemagne. C'est aussi cette année-là où la loi de programme fut votée par les députés. Cette loi visait à améliorer l'armement de la marine française. En effet, la marine souhaitait se doter de 28 cuirassés, 10 éclaireurs d'escadre, 10 torpilleurs de haute mer, 10 bâtiments de division lointaine et 94 sous-marins. La France était déjà dotée de 15 cuirassés. 2 cuirassés classe République datant de 1900, 4 cuirassés classe Liberté datant de 1902, 6 cuirassés classe Danton datant de 1911 et 3 cuirassés classe Courbet étant encore en construction. Il fallait donc pour entrer dans la loi programme construire 13 nouveaux cuirassés de calibre si possible supérieur au calibre actuel. C'est à ce moment que les cuirassés classe Bretagne commencèrent à naître. Puis un programme de construction fut instauré. La France devant donc construire 2 cuirassés entre 1910 et 1911, 3 cuirassés en 1912, 2 cuirassés entre 1913 et 1914, 4 cuirassés en 1915, puis 2 cuirassés en 1917. La date butoir étant 1920. Malheureusement, les tensions diplomatiques entre la France et l'Allemagne se dégradent considérablement. Mais ceci fut une opportunité pour les diplomates français d'accélérer la loi programme. Ainsi, la marine reçut l'autorisation de mettre en cale 4 nouveaux cuirassés. Malheureusement, les ingénieurs eurent un problème de taille. À cause d'un savoir-faire qui n'est pas assez développé et de bassins qui sont trop petits, le plan des nouveaux cuirassés classe Bretagne dut reprendre les coques des cuirassés classe Courbet. Des modifications furent donc apportées au plan, adaptant les coques ainsi aux nouveaux canons de diamètre supérieur. En effet, les cuirassés classe Courbet étant en chantier avaient des canons de 305 mm. Et les nouveaux cuirassés classe Bretagne avaient des canons de 340 mm. Après validation des plans, le cuirassé Bretagne fut mis en chantier. La quille du Bretagne fut posée le 1er juillet 1912. Sa construction fut extrêmement rapide. Un an après avoir commencé les travaux, il est mis à l'eau le 21 avril 1913. Exceptionnellement, l'arsenal fut ouvert à la population, des tribunes furent installées, et les quais ainsi que les collines environnantes étaient noires de monde. Le Bretagne partit ensuite en cale sèche pour achever sa construction. C'est là où il reçut ses canons, superstructures, défense antiaérienne et défense rapprochée. En 1915, il est admis au service actif et partira très rapidement en Méditerranée. Dès 1915, le cuirassé Bretagne entre en service et suit des opérations strictes. Bloquer les navires austro-hongrois amarrés dans les ports grecs pour les empêcher de nuire à n'importe quel navire de la marine alliée. Le cuirassé Bretagne sera basé à Corfou et effectuera différentes patrouilles. L'opération fut une réussite car aucun des cuirassés austro-hongrois n'osera quitter le port, malgré le désapprouvement de l'opération de la part du gouvernement grec. Plus tard, le cuirassé Bretagne continuera ses patrouilles entre la mer Adriatique, le port Salonique en Grèce, la base navale de Toulon et l'arsenal de Brest. Le 1er septembre 1916, le cuirassé Bretagne ainsi que 22 autres navires participent à une démonstration de force devant le Pirée en Grèce. En effet, beaucoup de soupçons planent au-dessus du roi grec. Beaucoup disent qu'il est pro-allemand.
La France, ne voulant pas d'un nouvel ennemi, décide d'impressionner le roi grec. La situation, extrêmement tendue, va très vite déraper et un débarquement aura lieu. Le 1er décembre, 2500 hommes arrivèrent sur les côtes grecques, soutenus par la puissance de feu du cuirassé Bretagne et de ses sister ships. De violents combats de rue eurent lieu dans la capitale. 60 hommes y laissèrent la vie et il y eut 150 blessés. Après ces dernières attaques, le cuirassé Bretagne est obligé de se retirer des combats. Une nouvelle arme est née, le U-Boat. Ces sous-marins, peu coûteux à la fabrication, rapides et faciles à déployer, sont une nouvelle arme mortelle pour les cuirassés. Le cuirassé Bretagne étant un cuirassé lourd et lent, c'est une cible idéale pour ces armes de guerre. De plus, le cuirassé Danton a été l'une des premières victimes de ces toutes nouvelles armes. On peut d'ailleurs clairement voir le cuirassé Danton sombrer petit à petit au fond de l'océan. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Le cuirassé Bretagne peut enfin rester tranquille. C'est d'ailleurs l'un des seuls conflits où le cuirassé pourra montrer ses capacités au combat. « 1918. L'armistice est signé, le cuirassé Bretagne va moins servir. C'est durant cette période d'entre-deux-guerres que le cuirassé Bretagne va subir plusieurs refontes. La toute première a lieu en 1921. Comme l'on peut remarquer sur cette image, le mât avant a été rehaussé et une conduite de tir a été installée au sommet de celui-ci. La portée des canons est largement améliorée, ainsi que la précision du cuirassé. On peut aussi voir sur cette photo que le mât arrière du cuirassé Bretagne a été découpé. N'ayant plus aucune utilité, il était plus une gêne qu'autre chose sur le cuirassé. Entre 1927 et 1930, le cuirassé Bretagne reçoit de nouvelles machines. Désormais, il se passe de charbon et fonctionne au mazout. Il acquérit une vitesse beaucoup plus accrue et devient plus maniable sur l'eau. Puis, il est une dernière fois modernisé entre 1932 et 1935. Les superstructures sont encore une fois modifiées, il obtient une véritable passerelle, récupère son antenne arrière, remplace ses canons de 340 mm d'origine contre de nouveaux canons, son blindage est renforcé, et il obtient une nouvelle défense antiaérienne. Les tout derniers préparatifs arrivent, l'antenne arrière est raccourcie, et la conduite de tir améliorée. On peut aussi remarquer l'installation d'une horloge au sommet du mât tripode. Le cuirassé Bretagne a donc acquis sa forme définitive. Voici quelques images pour récapituler l'évolution du cuirassé Bretagne. Depuis quelque temps, les conflits entre l'Allemagne et la France s'empirent. La guerre ne va pas tarder à éclater, et les cuirassés y avaient été préparés. Utilisé comme dans ce film comme moyen de propagande, le cuirassé Bretagne se veut rassurant. Il est présenté comme un cuirassé fort et puissant capable de repousser toute attaque ennemie. Dès 1940, il est affecté à l'escadre de l'Atlantique. Et lorsque la France signe l'armistice avec l'Allemagne, il partit se réfugier à Mers-el-Kébir, ne voulant pas se faire saisir et servir les forces de l'Axe. En juin 1940, le cuirassé Bretagne arrive à Mers-el-Kébir. On peut d'ailleurs le voir sur cette photographie au premier plan. L'entretien du cuirassé est réduit au strict minimum. En effet, l'État ne possède pas beaucoup d'argent pour pouvoir s'occuper de ces bateaux. L'équipage passe donc la plupart de son temps soit à effectuer des tâches ménagères, soit à profiter et passer du bon temps. Mais tout n'est pas si rose. La flotte française présente à Mers-el-Kébir est une menace pour l'Angleterre. C'était d'ailleurs l'une des principales préoccupations de Winston Churchill. Mieux valait pour lui d'avoir à ses côtés cette flotte que contre lui. Les Allemands souhaitant s'en emparer, il tenta le tout pour convaincre les Français de le rejoindre. Il posa même un ultimatum à l'amiral Jean Soult. La flotte devait le rallier ou se saborder.
Sinon, il la détruirait avec ses propres cuirassés. Il entama donc les conversations en envoyant le commandant Somerville, en espérant que celui-ci arrive à convaincre le commandant Jean Soule de les rejoindre dans le combat contre l'Axe. Ce fut un échec. Le commandant Jean Soule refuse catégoriquement de rendre ses navires aux Anglais. Encore inconscient de ce qu'il va arriver, la flotte était mal préparée à un bombardement. Les navires étaient ancrés de manière normale, ils n'étaient pas en position de combat. Le 3 juillet 1940, une escadre britannique aux ordres du commandant Somerville arrive devant Mersa-el-Kébir. Leur mission était de rapatrier tous les navires français au Royaume-Uni. Mais n'arrivant pas à leur fin, ils durent appliquer la seconde procédure. Vers 17 h, tous les canons des navires sont pointés vers Mersa-el-Kébir. L'ordre est donné, ils ouvrent le feu. Le cuirassé Bretagne reçoit par l'arrière la première salve d'obus de 380 mm. La coque est percée, des voies d'eau créées et de violents incendies font rage. 340 marins sont tués sur le coup. Le commandant, ayant pris conscience des dégâts, demande de faire avancer le cuirassé Bretagne. Il ordonne la fermeture des cloisons étanches et décide d'éloigner le cuirassé en feu des quais et des navires se situant à côté pour éviter d'empirer la situation. En effet, les soutes-à-munitions du cuirassé Bretagne étaient à l'air libre. Quelques minutes plus tard, à cause des dégâts trop importants, le bateau chavire. Encore une fois, l'équipage prisonnier à l'intérieur de la coque mourut noyé. Pour le peu de survivants qu'il restait, ils durent nager dans une mer en feu, car le carburant s'échappant de l'épave du Bretagne était en train de s'embraser. 16 minutes après le début des hostilités, le bombardement cessa. Les survivants furent cherchés par les autres navires, et les corps de leurs camarades morts au combat enterrés dans un mémorial. La coque du Bretagne, elle, fut démontée en 1952. C'est donc sur cette triste note que le cuirassé Bretagne fut forcé d'arrêter sa carrière. Une partie de la flotte présente avec ce bateau rallia les Alliés et la résistance française, tandis qu'une autre partie ira se saborder dans le port de Toulon. Cette vidéo est dès à présent terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des faits historiques. Si oui, n'hésitez pas à aimer la vidéo, de la commenter. Je rappelle que les critiques négatives ou positives, tant qu'elles sont constructives, sont toujours les bienvenues. Elles me permettront de faire évoluer le contenu de la chaîne, les vidéos, pour votre plus grand plaisir. Si les sujets traités sur la chaîne YouTube vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Cela agrandira la communauté et permettra à plus de monde d'accéder à mes vidéos. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis cannavo et à plus tard.